La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Diplomatie consacrée à l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau le professeur Jean-François Akanji Combé. Il est le chef département du droit de l'homme à la Sorbonne, président du réseau européen des droits de l'homme, mais aussi président de l'Institut africain des droits de l'homme et de la prospective. Monsieur Jean-François Akanji Combé, bonjour professeur. Bonjour cher camarade. Et merci de bien vouloir répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir et de me permettre d'échanger avec vos auditeurs et vos téléspectateurs. Merci. Merci à vous aussi, chers auditeurs et téléspectateurs, de nous suivre sur iRadio et ITV. Alors, professeur, que nous vaut l'honneur de votre visite à Dakar, très rapidement? Alors, si vous permettez, vous avez fait une présentation de moi qui est un peu pompeuse. Je l'assume, naturellement, mais je suis ici sur votre plateau surtout comme un enfant d'Afrique, citoyen d'Afrique, né en République centrafricaine, au fin fond de la République centrafricaine, dans un petit village de la Basse-Koto. Et ceci est important pour moi de le rappeler. Et fils d'un agriculteur, un rapport particulier avec la terre. Et je pense que les sujets que nous allons aborder ont quelque chose à voir avec ça. Vous me demandez quelle est la raison pour laquelle je suis ici à Dakar. Il y a plusieurs raisons. La principale, c'est que nous travaillons à un projet depuis quelque temps dans le cadre de l'IPAP, c'est-à-dire l'Institut panafricain d'action et de prospective que vous avez évoqué tout à l'heure et que nous avons fondé avec quelques amis, dont un digne fils du Sénégal, Ibrahima Dia, et il nous était apparu qu'avec la perspective panafricaine précisément, un document particulier méritait qu'on s'y arrête un tout petit peu. C'est la charte de Korukan-Fouga, qui a été ce qu'on appelle aussi la charte du Mandé, qui a été établie par cette assemblée constituante à la suite de la bataille de Kirina. Et en tant que panafricain, moi j'ai été frappé par ce texte, d'abord par sa modernité, par le fait que des sujets qu'on nous présente aujourd'hui ou des enjeux qu'on nous présente comme étant des enjeux modernes, de la vie moderne d'aujourd'hui, voire du monde mondialisé dans lequel nous sommes et qui viendrait d'Europe ou d'Amérique, en réalité, ce sont des sujets qui ont été abordés dès le XIIIe siècle par des Africains dans un contexte très particulier. D'abord, la charte de Korukan-Fouga, pour moi, c'est l'acte le plus démocratique qui soit. Soundiata Keita, vous imaginez un chef de guerre qui a toute la force de briser tout obstacle devant lui, décide, après la bataille majeure, de confier à une assemblée le soin de décider des règles communes, des lois communes qui vont gouverner. Quel chef aujourd'hui disposant de ce pouvoir pourrait le faire? Et puis on y retrouve des sujets tels que le rapport avec l'environnement. Aujourd'hui on nous parle beaucoup de droits de l'environnement, de développement durable, mais ce sont des valeurs africaines avant même qu'il y ait la grande charte anglaise, avant qu'il n'y ait la déclaration de droit américaine, avant qu'il n'y ait la déclaration française des droits de l'homme, nous avions un acte fondamental. Donc, c'est autour de cela que nous voulons nous retrouver ici à Dakar et à Paris pour nous interroger sur les bases africaines d'une pensée moderne et pour la construction d'institutions proprement africaines reposant sur des traditions africaines. Et il n'est pas non plus inintéressant, nous aurons à y réfléchir sur le rapport entre le droit, les règles communes et l'oralité ou l'écriture. Donc c'est autant de questions. Bon, je viens ici rencontrer les collègues, baliser le terrain. Voilà. Bien. Alors là, à partir de vos explications, on peut dire que l'Afrique dispose donc des référentiels. Bien sûr, mais il faut partir du fait que nous avons un problème en tant qu'Africains dans l'ère où nous sommes. J'ai dit à une autre fois que, en réalité, nous, Africains, nous pensons comme une sorte de provocation à la norme. La norme, ce n'est pas nous. La norme, ce sont les autres.
Et nous regardons les autres et nous disons, voilà comment ils réfléchissent, voilà comment ils fonctionnent, voilà les traditions qu'ils adoptent, et nous essayons de copier. Alors que nous avons un fond commun africain. Nous avons un fond africain pour penser le monde d'abord. La charte de Kouroukan-Fouga, je parle de cette charte-là, mais on pourrait en trouver d'autres, qui sont d'abord une représentation par les Africains du monde et du cosmos, d'une certaine manière, et de la place qu'ils occupent dans ce monde-là, et des institutions qu'il leur faut pour avancer. Et nous sommes capables aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il nous faut nous réinterroger sur nos parcours politiques, nos institutions politiques, sont-elles les bonnes? Est-ce qu'elles répondent à nos nécessités à nous? Est-ce qu'elles répondent aux objectifs que nous nous donnons en tant que société? Qu'est-ce que nous voulons? Et puis, en se plaçant dans cette perspective-là, il faut se placer aussi dans une perspective de conquête d'exemplarité. Nous empruntons toujours aux autres, mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers les autres et de leur proposer notre modèle, ce que nous sommes? Oui. Alors, nous allons continuer toujours dans cette même lancée de la mondialisation et l'Occident qui continue de nous montrer le chemin. Le G7, G5 qui s'est réuni à Biarritz il y a de cela quelques jours, à l'occasion du sommet du G7, bien sûr. Emmanuel Macron qui invite les pays du G5 Sahel pour discuter de sécurité, d'extension de ce groupe des pays dits du G5 Sahel. Est-ce que notre manière ou la façon de faire des États africains est toujours dictée par l'Occident? Alors, vous posez la question sur un enjeu très, très, très particulier qui est un enjeu complexe, c'est-à-dire le terrorisme. Oui. Le terrorisme est un phénomène mondial aujourd'hui. Il n'y a plus, ou plus exactement, le terrorisme a inventé l'abolition des frontières avant même que nos politiques imaginent l'abolition des frontières. Un terroriste n'a pas de frontières. Il peut partir du Sénégal, se retrouver, je ne sais pas moi, dans le Kansas, dans l'Arkansas. Il peut se retrouver. Donc, c'est un phénomène mondial. Et on peut considérer qu'il est légitime. Qu'il y a des particularités et des spécificités. Oui, bien sûr, j'y viens. Ouais. Il est mondial, donc il faut une réponse mondiale et il faut qu'il puisse y avoir une réponse mondiale. Ouais. Mais le terrorisme se décline aussi sur des territoires. Oui. Il se décline dans des contextes particuliers. Et il se nourrit de ces contextes particuliers. De pauvreté, par exemple, d'inégalité sociale, d'inégalité dans la répartition des richesses, de frustration identitaire. Et tous ces facteurs-là, ce sont des facteurs qui sont spécifiques à chaque territoire. Et vous évoquez tout à l'heure le Sahel. Oui. Il y a un G5 Sahel, aujourd'hui il va y avoir un G7 pour essayer d'élargir le cercle. Mais en réalité, le problème est pris de mon point de vue, par le plus mauvais bout. C'est-à-dire qu'il est pris par le moyen du financement. Qui va financer la lutte contre le terrorisme en Afrique, dans le Sahel? Et on va réunir des bailleurs de fonds, on va réunir des États qui sont censés être des États puissants et qui sont intéressés à bloquer les terroristes en Afrique pour qu'ils n'arrivent pas en Europe ou qu'ils n'arrivent pas aux États-Unis ou qu'ils n'arrivent pas au Japon. Parce que c'est ça la perspective. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, le terrorisme se nourrit d'un certain nombre de phénomènes qui sont des phénomènes propres à chaque société et qui sont la résultante d'un certain nombre de problématiques, de problèmes. Par exemple, le problème de la gouvernance. Oui. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Est-ce que le pouvoir politique qui est là gère de la même manière les citoyens, quelle que soit leur origine, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Les ressources du pays, est-ce que ces ressources bénéficient aux gens du pays? Est-ce qu'on ne fait pas de discrimination dans l'entrée à l'école, dans l'entrée dans l'éducation, dans l'entrée dans la fonction publique, ou pour les activités commerciales ou les activités économiques? Est-ce qu'on ne... Donc, il y a tous ces facteurs-là, cette marginalisation est le fruit d'une politique. Ouais. Et si on ne résout pas cette équation-là politique, on peut agiter tout ce qu'on veut, on ne réussira pas. Et le deuxième facteur qui fait que je me dis que la solution n'est pas adaptée, c'est que aujourd'hui, quand vous regardez le G5 Sahel, le G7 demain Sahel, les forces qui sont sur le terrain, ce sont lesquelles? Ce sont des brigades, ce sont des forces, tout ce qu'il y a, je dirais, de conventionnel, de traditionnel. Le terrorisme
tel qu'il se présente aujourd'hui, avec une petite exception de Boko Haram à un moment donné, il n'a pas de territoire. Il ne lutte pas pour conquérir des territoires. Il n'a pas une armée régulière. Il a des méthodes qui sont des méthodes, y compris, c'est fongieux, oui. C'est quelque chose de mobile, ça traverse les frontières, oui. C'est quelque chose qui s'adapte oui. Tout le temps, et on ne se donne pas les moyens de pouvoir lutter efficacement contre cela. Oui. Peut-être qu'on y reviendra oui, tout à l'heure. Au-delà des moyens, professeur, est-ce que malgré que nos États n'ont pas les moyens de faire face à ce phénomène, est-ce que la solution pourrait venir de l'Occident? Emmanuel Macron, par exemple, qui donne les clés de sortir de cette crise. L'initiative peut être louable. Si demain, elle sert l'Afrique, si on réussit à mobiliser les moyens pour financer le G5 ou le G7 Sahel, il peut être louable, mais est-ce qu'il est à long terme? Je pose la question et je doute. Parce que c'est la main qui finance, qui va dicter les priorités. Absolument. Ces priorités sont ses propres priorités, ne sont pas les priorités africaines. Oui. Par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, si le ressort du terrorisme, ce sont des conséquences de politiques désastreuses, il faudrait peut-être modifier les problématiques politiques dans nos pays, et ça, il n'appartient pas à l'Occident de le faire. Et il nous faudra combien de temps pour arriver à cela? Ah ça, je n'en sais rien, je n'en sais rien. La violence a toujours existé, elle existera toujours. Cette forme de violence particulière-là, je crains qu'elle ne soit là pour longtemps si nos États ne s'adaptent pas. On a besoin, par exemple pour les États du Sahel, on a besoin, pour contrer la mobilité de ces groupes terroristes-là, d'avoir des États qui coopèrent vraiment en abolissant entre eux-mêmes les frontières, y compris les frontières physiques, les frontières techniques. Échange de renseignements, par exemple, ce n'est pas une question de frontières physiques. Hein. Oui. Et qu'on a des États qui vont s'échanger des renseignements, en même temps qu'ils luttent contre des groupes, qui prennent la dimension de la dissémination de ces groupes. Vous savez, une expérience tout à fait particulière, vous parlez de G5 et de G7 Sahel, le fait est aujourd'hui que quand vous prenez la carte de l'Afrique, vous avez une sorte de ceinture des dispositifs antiterroristes, oui. Qui couvrent l'espace libyen, qui couvrent tout le Sahel, qui couvrent la Corne de l'Afrique notamment, et vous avez, et puis un peu l'Afrique de l'Ouest, oui. Et vous avez au milieu de cela une sorte de zone qui est une zone molle, où vous avez des pays comme la République centrafricaine, le Soudan, la République démocratique du Congo, la République du Congo, et puis le Cameroun par exemple, qui ne sont couverts par aucun dispositif antiterroriste. Oui. Et aujourd'hui, il se trouve que nous avons eu, dans une fonction que j'occupais, l'Assemblée nationale de la République centrafricaine avait défendu un projet au niveau des Grands Lacs pour dire, nous, en tant qu'État africain, membres de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, nous devons nous doter des moyens de lutter non pas seulement contre le terrorisme, mais aussi contre les groupes armés, les actions transfrontalières des groupes armés. Et initiative africaine, venant des États africains, qui n'a pas abouti, en tout cas pas pour l'instant, et c'est dommage, parce que c'est de cette manière-là, par la coopération entre les États, en éliminant les frontières, en tournant le dos à cette tendance qu'ont nos chefs d'État à se considérer comme des roitelets autour d'un territoire, oui. Où on peut ériger des murs. Oui. Aujourd'hui, ce monde-là oui. ne peut pas faire face. C'est ça. Alors, on va revenir au Sahel, oui. Même si on ne peut pas dissocier ces pays d'Afrique de la région des Grands Lacs. Il a beaucoup été question lors de ce sommet des pays du G5 Sahel, oui. Mais la Libye qui semble être oubliée dans tout ça. La question libyenne est une question... elle fait partie du problème. C'est même la source du problème. La dissémination des armes que nous avons dans le Sahel aujourd'hui est née de cette
guerre désastreuse que le président Sarkozy a déclenchée, je ne dis pas contre la Libye, mais contre Kadhafi, et qui a détruit les institutions de ce pays, a détruit l'une des armées qui était les plus puissamment armées dans la région, et ces armes se retrouvent dans la nature. Ça fait partie du problème. Mais aujourd'hui, vous imaginez bien que dès lors que c'est la France qui prend le leadership du G5, et que en réunissant quelques États, l'Allemagne notamment, et aujourd'hui en espérant amener autour de la table les États-Unis, la Libye est une pomme de discorde. Tous ces États ont des intérêts extrêmement différents en Libye, soutiennent des groupes qui sont extrêmement différents. La Libye est le problème. Aujourd'hui, le Sahel, il faudrait arriver à avoir une politique globale. Le problème aujourd'hui, c'est que avec les autres États du Sahel, qui sont des États avec des gouvernements identifiés, reconnus, légitimes, on peut travailler. Mais aller en Libye, vous allez travailler avec qui? Avec le président Sarraj, dont la légitimité est contestée, avec le général Haftar. Vous allez travailler avec les tribus libyennes, qui restent encore aujourd'hui la base même, le soubassement du pouvoir libyen. Donc, le problème est extrêmement complexe. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous posiez la question tout à l'heure de savoir combien de temps ça va durer, personne ne peut dire combien de temps ça va durer, parce que nous avons des sources d'alimentation un peu partout. C'est ça. C'est ça. Et au-delà même du terrorisme, l'immigration clandestine aussi, qui touche beaucoup l'Afrique subsaharienne surtout. C'est nombreux gravalides qui traversent l'océan pour rejoindre l'Europe. Nous avons parlé de la dissémination des armes, mais une autre des conséquences funestes de la destruction de la Libye, c'est que ce territoire est devenu un no man's land. Il n'y a plus de règles. Un territoire sans maître, sans règles. C'est le terrain de jeu de tous les brigands de la terre, de tous les trafics, de tous les pouvoirs qui sont illégitimes et illégaux. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous parlez de l'immigration, c'est de l'immigration illégale dont il s'agit. C'est ça. Cette immigration illégale, y compris, qui se traduit aussi par des phénomènes de résurgence de l'esclavage. On a des ventes d'esclaves d'Afrique subsaharienne. C'est une question très, très préoccupante, puisque nous sommes ici entre Africains, dans la perspective panafricaine. Nous avons un discours dans lequel nos chefs d'État nous disent « nous sommes tous des frères ». Entre l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, nous sommes tous des frères. Mais regardez le sort que subissent nos frères noirs quand ils osent traverser la frontière du désert. Ils sont traités comme des moins que rien, pire que des bêtes. Et tout cela dans le silence, dans un silence assourdissant de l'Union africaine, dans un silence assourdissant de nos chefs d'État qui devraient être porteurs de cette revendication-là, que tout Africain soit traité sur le continent africain comme un être humain avec des droits. Il peut avoir violé la loi, il doit en répondre, mais il n'a pas à être traité de façon inhumaine dans l'indignité. C'est ça, mais dans un pays où règne le chaos, ce n'est toujours pas évident Dans un pays où règne le chaos, ce n'est pas évident. Et ce n'est pas évident, mais il y a... on n'arrive pas en Libye comme cela. On traverse d'autres frontières avant d'arriver en Libye. Bien sûr. Et nous allons retourner au G7. Si vous voulez. Voilà, le président Macky Sall qui dit, je cite, « Nos préoccupations seront prises en compte, notamment sur des thématiques comme la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale qui ruinent nos pays. » Quel commentaire faites-vous de cette déclaration du président Macky Sall? Il parle des industries étrangères, bien sûr. C'est une affirmation qui pèse, qui vaut son pesant d'or, si l'on peut dire, si je peux dire. C'est une affirmation qui est la description d'une réalité qui plombe l'Afrique, l'évasion fiscale. Le problème de l'évasion fiscale, d'ailleurs, c'est qu'on n'en a pas une idée exacte. Les chiffres que nous avons ne peuvent pas être des chiffres réels, parce que le propre de l'évasion fiscale, c'est que ceux qui le pratiquent
sont des spécialistes de l'esquive des procédures, et donc ils passent à travers les mailles du filet. Donc c'est une réalité, il a raison de le dire, le président Macky Sall, mais il faudrait peut-être y ajouter, en amont les dispositifs fiscaux que nos pays mettent en place, qui sont des dispositifs qui, sous prétexte de vouloir attirer la manne étrangère, de vouloir attirer les investissements étrangers, comme on dit, des investissements directs étrangers, font la part belle aux entreprises étrangères, surtout les multinationales, au détriment de la construction de ce qui ferait de nos pays des économies nationales, c'est-à-dire des entreprises petites et moyennes, qui sont des entreprises nationales, qui fonctionnent en réseau, et un réseau suffisamment dense pour que l'on puisse considérer que nous avons une économie nationale qui ensuite peut s'ouvrir au monde. Les États qui sont devenus des États développés aujourd'hui et qui ont des multinationales qui viennent dans nos pays, ils ont fait comment? Ils ont fait du protectionnisme à un moment donné. L'Union européenne aujourd'hui, à travers ses règles douanières et à travers ses règles de commerce, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'unit à l'intérieur, mais vis-à-vis de l'extérieur, elle fait du protectionnisme. Parce que cela permet de développer l'entreprise interne. Nous avons cette fâcheuse tendance politique à être ouverts à tout vent sous prétexte que nous avons besoin d'investissements étrangers, et après ça, nous avons des slogans politiques qui sont agités en disant par exemple coopération gagnant-gagnant. Nous ne sommes jamais gagnants dans ce type de coopération. C'est ça. Nous avons vu l'exemple de Donald Trump, même s'il est traité par tous les noms, par une bonne partie de l'opinion internationale, qui quand même souhaite protéger d'abord les Américains avant tout. America First, ça a été la devise des États-Unis depuis le début. À certains moments, on a pu penser que les États-Unis n'étaient pas... Donald Trump, de mon point de vue, il exprime de manière abrupte ce qui a toujours été la politique des États-Unis, une politique isolationniste qui leur a permis d'être la puissance qu'elle est. Lorsque vous regardez les autres puissances, la Russie par exemple, que ce soit la Russie avant l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques et la Russie d'aujourd'hui, c'est aussi une sorte de monstre isolationniste. Oui. La Chine, pareil. L'Europe, pareil. Il n'y a que nous qui n'avons pas d'ambition mondiale. Il n'y a que l'Afrique qui n'a pas cette ambition mondiale-là. Je ne dis pas tel ou tel pays d'Afrique, parce que précisément le fractionnement des États africains du continent africain en différents États nous handicape. Il faudrait que ce soit toute l'Afrique qui puisse porter cette ambition-là de devenir une puissance mondiale, une puissance africaine, mais à l'échelle mondiale. Bon. En tout cas, voilà la réponse que je peux donner. Alors, à l'issue de ce sommet du G7, Emmanuel Macron et Donald Trump ont tenu une conférence de presse conjointe. Des possibilités de rencontre entre Téhéran et New York ont été évoquées. Mais on se rend compte que l'Iran ne veut pas juste d'une photo souvenir, comme ils le disent. Sommes-nous au début ou loin de retrouvailles qui permettent de décanter ce problème nucléaire qui continue encore de hanter l'opinion internationale? Mais le problème nucléaire, il ne va pas se résoudre tout de suite. Vous savez qu'il y a eu des traités internationaux pour réguler cela. Le problème nucléaire aujourd'hui, on nous le présente comme étant le problème iranien. Parce que l'Iran a affirmé sa volonté de vouloir se doter du nucléaire militaire. Et pas du nucléaire civil, parce que le nucléaire civil, il est géré et tout État a le droit d'y accéder. On le présente de cette manière. Un peu avant l'Iran, vous vous souvenez, on nous avait présenté la Corée du Nord de la même manière. Mais aujourd'hui, l'arsenal nucléaire, l'essentiel de l'arsenal nucléaire est détenu par quels États? Les États-Unis, bien sûr, la Russie, bien sûr, des alliés des États-Unis tels que l'Iran, enfin pas l'Iran, mais tels que Israël qui a l'arme nucléaire, tels que le Pakistan, qui a été aidé à avoir l'arme nucléaire. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où ces États-là ne se dénucléarisent pas, leurs voisins, légitimement, vont se sentir menacés.
voudront se doter aussi de l'arme nucléaire. Ce qui est logique, c'est une arme de protection ou de dissuasion, c'est de bonne guerre. Il faut commencer d'abord par réduire le potentiel des armes nucléaires et à commencer par les puissants. L'accord qu'il y avait entre les États-Unis et la Russie a été gelé depuis longtemps. Et c'est eux qui disposent aujourd'hui des armes nucléaires à très très longue portée. Pas les États tels que l'Iran dont on nous parle. Et pourquoi alors cette situation? Pourquoi les grandes puissances pointent tout le temps du doigt l'Iran? Est-ce que c'est à cause de leur position au niveau de la région ou... Pourquoi l'Iran? Il y a des enjeux stratégiques, des enjeux tactiques. L'Iran, depuis la révolution islamique, l'Iran se situe dans un axe qui lutte contre l'Occident. Il n'est donc pas étonnant que l'Iran qui en même temps menace les intérêts des alliés des États-Unis. Comme l'Arabie Saoudite. Vous avez, comme l'Arabie Saoudite, mais vous avez des menaces répétées d'anéantissement d'Israël, par exemple, avec l'arme nucléaire, si jamais il l'a. Donc, c'est tout naturellement, je dirais, que l'Iran se trouve confronté à ces pays-là, que cette confrontation-là se déroule. Maintenant, je pense qu'il faut la politique qui avait été menée par le président Obama, qui consistait à calmer un peu le jeu et à entrer en discussion, parce que, après tout, il n'y a que par la discussion et par la négociation qu'on peut sortir de ce type de cycle-là. Oui, avec des conditions qu'on pose Bien sûr. Quand il dit qu'il n'est pas question qu'on laisse l'Iran se doter d'armes nucléaires, il pose tout de suite... nous avons, je ne dirais pas nous avons en tant que communauté internationale, parce qu'après tout, nous les pays africains, nous faisons partie de cette communauté internationale et nous oublions toujours que nous en faisons partie, que nous pouvons faire la décision. Mais nous disposons d'une agence internationale qui est chargée de contrôler et de vérifier in situ, sur terrain, les programmes nucléaires des différents États. Il suffit d'être strict sur ce qui se fait, d'assortir ces contrôles-là et de la violation de la règle d'un certain nombre de sanctions, et puis d'éviter aussi de créer des zones... je dirais, des zones dangereuses dans le monde où vous avez du trafic de matières fissiles, c'est-à-dire de matières nucléaires. En RDC, en République centrafricaine, vous avez de l'uranium, enrichi ou pas, qui fait l'objet de trafic. Et tout ceci est aussi organisé. Le désordre est organisé. C'est ça. Alors, nous allons à présent parler de l'Amazonie, une forêt qui brûle tous ces temps-ci, et qui a créé des incidents diplomatiques, surtout entre le Brésil et la France. Le G7 qui donne une aide financière de 20 millions d'euros pour faire face à ces feux de brousse qui sont en train de ronger quand même cette grande forêt amazonienne. C'est quoi le problème entre le Brésil et la France? Le Brésil qui refuse cette aide? Parce que tout simplement, peut-être que le président brésilien a été pointé du doigt d'avoir négligé... Oui, nous avons là un paradoxe, Ibrahima, qui, de mon point de vue, dépasse le Brésil, dépasse la France et dépasse... Et ce n'est pas seulement un paradoxe, c'est, je dirais presque, une voie sans issue. La forêt amazonienne, c'est le poumon, un des poumons de la planète. Oui. Il présente un intérêt pour la sauvegarde de notre espèce et de notre terre. 15% de la planète. De la planète. Et pourtant, alors que c'est un bien commun, il se trouve placé dans des frontières. Oui. Ces frontières sont les frontières d'un pays, le Brésil, qui, au nom de sa souveraineté, peut décider de détruire, ou en tout cas de mener une politique qui n'est pas très attentive à la sauvegarde, dont les conséquences peuvent affecter le monde, et pas seulement le monde d'ailleurs, au-delà. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas, dans la société internationale où nous sommes aujourd'hui,
dans la communauté internationale telle qu'elle est organisée aujourd'hui, de moyens d'assurer la protection de ce bien commun contre la souveraineté d'un pays. Et donc, nous assistons à des batailles qui sont des batailles perdues d'avance parce que les feux de forêt se poursuivent, l'exploitation sauvage, parce que c'est de là qu'est venu que sont venus ces feux-là. Il se trouve qu'avec l'élection du nouveau président brésilien d'extrême droite, et qui n'est pas seulement d'extrême droite, mais qui est aussi anti toutes les thèses que l'on considérait comme convenues jusqu'à aujourd'hui, il a décidé de libéraliser l'exploitation de la forêt amazonienne. Et ceci au détriment, sans tenir compte des populations. Nous parlons là des forêts qui sont brûlées, mais nous ne parlons pas des êtres humains qui vivent là, dont c'est le territoire, ni des espèces dont c'est le territoire. Et c'est cet ensemble-là, cet écosystème, et qui est en train d'être, cet écosystème humain aussi, qui est en train d'être détruit. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. On va assister à des combats de coqs, mais ces combats de coqs-là, au-delà du rapport de force, ils ne donneront rien parce qu'aujourd'hui, la France est d'une puissance qui est sans doute égale à celle du Brésil en termes de poids diplomatique. Peut-être même que la France a un poids diplomatique aujourd'hui un peu moindre que le Brésil dans le monde où nous vivons. Oui, mais la forêt amazonienne qui ne concerne pas seulement le Brésil, hein, il y a d'autres pays, même la France qui a son territoire d'outre-mer, la Guyane, qui aussi... La France n'est pas non plus l'élève sans reproche du point de vue du respect de l'environnement qu'on nous présente. Vous citez le cas de la Guyane, vous savez qu'il y a des mouvements de citoyens ou de consommateurs, en tout cas des mouvements de personnes qui dénoncent la manière dont sont exploitées les mines en Guyane contre l'environnement, qui ont des conséquences sur l'environnement désastreuses. Donc c'est une cause mondiale. Il y a eu des conférences, il y a eu des conférences, Rio 1, Rio 2, la conférence de Paris, mais nous restons encore aujourd'hui au stade où il n'y a pas de règles contraignantes pouvons obliger les États à adopter une certaine conduite, au point où on a adopté une problématique qui est une problématique de commerce, de commerce de l'environnement d'une certaine manière, ou plus exactement de commerce de la pollution, c'est-à-dire qu'on ne m'interdit pas complètement de polluer, mais si je pollue, il faut que je donne un peu d'argent pour compenser. Ce n'est pas cet argent-là qui va sauver notre planète. C'est ça, et au détriment de la nature. Alors, nous allons à présent parler de votre pays d'origine, la Centrafrique. Vous êtes conseiller juridique de Abdelkarim Mekassoua, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui a été démis de ses fonctions par le président centrafricain, ou par son parti, si on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, qui est devenu votre collaborateur, Abdelkarim Mekassoua? Alors, il faut d'abord que je vous précise, M. Camara, que j'ai été entre 2016, juin 2016 et novembre 2018, j'ai effectivement été conseiller juridique du président de l'Assemblée nationale de l'époque, qui n'était autre qu'Abdelkarim Mekassoua, avant qu'il ne soit destitué. Lorsqu'il a été destitué, j'ai démissionné de mes fonctions, non pas parce que j'avais un deal particulier avec Abdelkarim Mekassoua, mais parce que je ne pouvais pas supporter la manière dont cette destitution a été effectuée de la manière la plus inconstitutionnelle possible. Et puis, je ne pouvais pas non plus travailler dans un contexte avec des personnalités qui venaient et qui avaient une autre éthique politique que la mienne, celle que je pense pour mon pays. C'est la raison pour laquelle... Vous voulez dire que vous n'aviez pas les mêmes visions politiques? Nous n'avions pas la même éthique politique, c'est-à-dire le rapport entre le pouvoir et la corruption notamment. Moi, j'assume totalement les différents dossiers sur lesquels j'ai travaillé avec le président Mekassoua, à commencer par d'abord le fait de donner des règles à l'Assemblée nationale, ce qui changeait
d'une attitude, d'une situation antérieure qui était celle que l'Assemblée nationale fonctionnait selon des usages politiques. Oui. Un nouveau règlement intérieur a été voté, dans lequel j'ai joué un grand rôle et j'en suis fier. Ouais. J'ai aussi travaillé avec le président Abdou Karim Mekassoua pour mettre en œuvre une disposition particulière de notre Constitution qui prévoit que le gouvernement ne peut pas signer d'accord minier sans obtenir au préalable l'autorisation de l'Assemblée nationale. Et nous avons ici le nœud de la question qui a conduit oui. à la destitution du président Mekassoua. Oui. Il représentait, et les équipes dont je faisais partie, les équipes qui travaillaient à l'application stricte de cette disposition constitutionnelle dans l'intérêt des Centrafricains oui. et dans l'intérêt des populations, mais aussi dans l'intérêt de la sauvegarde de l'environnement. Ce qu'on a vu arriver ensuite, le contraire arriver ensuite, ces équipes, ceci, je l'assume totalement. Maintenant, depuis que j'ai démissionné des fonctions de conseiller juridique, je ne suis pas plus attaché à Abdou Karim Mekassoua que je ne le suis à d'autres compatriotes, bien entendu. Oui. Je le suis avec beaucoup de sympathie parce que je sais que sur un certain nombre de dossiers, nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons les mêmes principes et nous partageons la même exigence. Donc, alors aujourd'hui, il est resté député. D'accord. Hein, il est resté député. Je crois savoir de déclarations qu'il a faites récemment qu'il envisage très sérieusement de contester maintenant sa destitution sur la base d'un rapport qui a été rendu public par la Cour des comptes. C'est ça, j'allais venir à cette question. Alors, lui, on l'appelle M. Audi, à Bangui. J'ai eu cette information. Oui. Et il se retrouve épinglé par la Cour des comptes. Vous êtes bien informé. Il se retrouve épinglé par la Cour des comptes. Nous n'avons pas beaucoup de temps ici pour évoquer ce rapport de la Cour des comptes que j'ai lu, que j'ai traversé d'une certaine manière. Il faut rappeler tout de même que ce rapport de la Cour des comptes a été demandé dans un contexte particulier. Le président Abdou Karim Mekassoua, qui était allé se faire soigner, était évacué sanitairement en France, avait fait l'objet de plusieurs accusations de détournement de fonds. Il y a eu une affaire de détournement de 120 millions. Et de népotisme. De népotisme, etc. D'abord, ça a commencé par cette affaire de détournement, où on l'accusait d'avoir signé de là où il était pour qu'on puisse piocher dans les caisses de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il est revenu, il a dit « Je ne suis pas la justice, je conteste ce qui a été dit, mais je vais remettre entre les mains des institutions qui sont chargées de contrôler le soin de faire la lumière sur ces affaires ». Il avait saisi dans le même temps l'institution de l'Assemblée nationale, qui est la commission de contrôle, et puis il avait saisi aussi la Cour des comptes. Donc c'est Abdou Karim Mekassoua qui a saisi la Cour des comptes pour qu'on examine toute sa gestion. D'accord. La Cour des comptes, dans ce rapport de la Cour des comptes qui fonctionne comme ici au Sénégal d'ailleurs, sur la base de son rapport, la Cour des comptes identifie des responsabilités et ensuite peut décider de poursuivre. Et dans ce rapport de la Cour des comptes, il y a des noms qui sont cités, de personnes dont la Cour des comptes dit, je cite, qu'ils sont susceptibles de voir leurs responsabilités engagées. Il se trouve que, en lisant tout cela, oui. Il n'y a pas le nom d'Abdou Karim Mekassoua, il y a le nom d'autres personnes que je ne citerai pas ici, mais ce n'est pas moi son avocat. Est-ce que ces personnes ont été ses collaborateurs ou... Les personnes dont il s'agit, il y a parmi ces personnes une de ses collaboratrices de son cabinet, oui. Mais vis-à-vis de laquelle, justement, il avait pris une mesure conservatoire. C'est-à-dire il avait pris une mesure conservatoire en lui retirant sa confiance, c'est-à-dire en l'enlevant de son cabinet, ce qui avait fait toute une affaire en République centrafricaine. Et puis il y en a d'autres oui. qui sont ceux qui, précisément, ont entraîné sa chute. Donc, oui. Voilà un peu le contexte. Donc, là, est-ce que son immunité parlementaire le protège vis-à-vis de la justice centrafricaine? En principe, l'immunité parlementaire ne protège que tant qu'il n'y a pas de procédure judiciaire engagée contre l'intéressé. Vous savez comment cela se passe. Il appartient au ministre de la Justice de saisir le président de l'Assemblée nationale d'une demande de levée d'immunité parlementaire, oui. Laquelle demande se trouve soumise aux instances de l'Assemblée nationale et ensuite présentée à la plénière pour voter la levée de l'immunité parlementaire. Je ne crois pas savoir que la levée de l'immunité parlementaire d'Abdou Karim Mekassoua ait été demandée de la même manière que d'autres députés qui ont eu maille à partir
partir avec les autorités. Jusqu'à présent, aucune levée d'immunité parlementaire n'a été demandée par le ministre de la Justice centrafricain. D'accord. Alors, restons toujours dans ce feuilleton d'Abdoul Karim Mekassaoui. Il fut quand même ministre chargé de la réconciliation nationale. Oui. À présent, est-ce que, vu que la Centrafrique est en phase quand même de négociation, d'accord, est-ce que ces feuilletons judiciaires ne peuvent pas plomber quand même ce processus de paix engagé en Centrafrique? Alors, il n'y a pas aujourd'hui de processus judiciaire, mais si vous voulez bien, je préfère répondre à votre question qui est autrement plus complexe, autrement plus sérieuse, oui. Celle de l'accord de paix, qui ne tient pas à la personne de Karim Mekassoua ou à la personne de telle ou telle personne, de telle ou telle politique. C'est une question d'intérêt national. La réussite du plan de paix, ou la réussite plus exactement du processus de paix. Le fait est aujourd'hui que nous avons un accord qui a été obtenu au forceps par l'Union africaine, avec l'appui de l'Union africaine et de la communauté internationale, a été négocié à Khartoum, a été signé à Bangui. Nous nous trouvons aujourd'hui, plus de 3 mois, 5 mois après cet accord. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne voit pas le bout du tunnel. Si vous voulez, nous reviendrons sur les raisons pour lesquelles on ne voit pas le bout du tunnel. Oui. Mais non seulement cet accord ne donne pas satisfaction, mais dès le départ, j'étais de ceux, avec mon organisation, il se trouve que je préside une organisation qui est une organisation citoyenne, Citoyens debout et solidaires Centrafrique. Nous avions dit que tel qu'il avait été construit, et sur la maquette, le schéma qui avait été retenu, oui. Cet accord ne résoudra pas la crise. Et nous n'étions pas les seuls à le dire. Et en fait, malheureusement, nous voyons se concrétiser toutes les craintes que nous avions. L'accord de Khartoum est un pacte signé entre un chef d'État, le président Faustin-Archange Touadéra, et des chefs de groupes armés, dont les principaux sont des étrangers mercenaires. Ali Darassa, Al-Khatib, Sidiki. Qui viennent de quel pays? Qui viennent, selon certains, du Cameroun, s'agissant de Sidiki, qui viendraient du Tchad, s'agissant de Al-Khatib, qui viendraient du Niger ou d'ailleurs, en tout cas dans cette zone-là, oui. S'agissant de Ali Darassa. Et ce sont ces personnes-là qui sont allées signer un accord national avec le chef de l'État, dans un tête-à-tête, alors que ce qui avait été réclamé, ce qui était réclamé par les Centrafricains, était qu'il puisse y avoir à la table des négociations toutes les forces vives de la nation, et surtout que les victimes se retrouvent à la table des négociations. Et donc, on avait déjà le ver dans le fruit. Puis, dans cet accord, c'est un accord d'amnistie, qui ne dit pas son nom, hein. Il n'y a pas le mot amnistie. Il n'y a pas le mot amnistie oui. Dans l'accord. Oui. Mais c'est un accord qui absout les chefs des groupes armés de tous les crimes qu'ils ont commis. Mais ce n'est pas ce que M. Mankeur Ndiaye a dit il y a de cela 2 semaines sur notre plateau. Je me doute. Oui. Je me doute que M. Mankeur Ndiaye, pour qui j'ai beaucoup d'estime voilà, d'ailleurs... le représentant de Guterres, voilà. Qui dit qu'il n'y a pas dans les accords un seul article qui mentionne que ces groupes armés... Ben nous disons la même chose, M. Mankeur Ndiaye et moi, oui. Qu'il n'y a pas le mot dans l'accord. Amnistie. Mais là où je m'inscris en faux, c'est qu'il y a la lettre et il y a l'esprit de l'accord. Il y a la lettre de l'accord et il y a le dispositif tel qu'il a été mis en place. Je vais vous expliquer très très simplement. Oui. Lorsqu'on dit, dans un accord comme celui-ci, que les groupes armés, les chefs des groupes armés sont devenus des partenaires de la paix, qu'on vous dit par ailleurs que ces groupes armés vont participer au pouvoir en étant nommés ministres, conseillers à la présidence, conseillers à la primature, chefs de région militaire. Est-ce que c'est la voie de la justice? Est-ce que vous imaginez un seul instant que eux ayant été promus aux affaires
partageant l'exercice du pouvoir, le ministre, leur collègue, ministre de la Justice, va venir les chercher en Conseil des ministres pour les emmener devant le juge. Vous imaginez un peu cela? Et est-ce que vous aviez souligné tous ces dysfonctionnements? Nous avions souligné. Nous l'avions souligné d'abord pour dire une chose, parce que le gouvernement et l'Union africaine se réclament d'un document qui est un document essentiel, en tout cas d'un processus qui est un processus essentiel, c'est le Forum de Bangui en 2015. Le Forum de Bangui en 2015, c'était une réunion, une conférence nationale, où il y avait les représentants de tout le territoire, toutes les régions étaient représentées, hein, y compris la diaspora d'ailleurs, et moi, j'avais... à cette époque-là, rempli les fonctions de rapporteur général, rapporteur de la commission gouvernance, et je me souviens très très bien de ce qui avait été dit. Et du forum de Bangui, il est ressorti la volonté des Centrafricains que justice se fasse, que les criminels soient punis, que les criminels ne retournent pas au pouvoir, que dans la Constitution, il soit inscrit, et cela a été inscrit, que ceux qui prennent les armes pour accéder au pouvoir, qui massacrent la population, qui détruisent les biens publics, sont, et je reprends les termes de la Constitution, les ennemis de la nation centrafricaine. Et aujourd'hui, on a ces personnes-là qui représentent l'autorité de l'État sur 85% du territoire, alors que l'État n'a même pas les moyens de les contrôler. Et aujourd'hui, on a ce paradoxe dans lequel on appelle un chef de groupe armé, massacreur de population, pilleur de territoire, brûleur de villages, on l'appelle partenaire de paix, et les groupes de la société civile dont je fais partie, dont notamment, on y reviendra peut-être si vous voulez bien, un groupe qui s'appelle les Zingobiani, dont je suis le représentant pour l'Europe, les citoyens de ce pays. Les Zingobiani. Oui, les citoyens de ce pays qui se réunissent dans une plateforme, qui élèvent la voix pour dire « nous ne voulons pas des criminels dans notre gouvernement », on les traite d'ennemis de la paix, pendant que les massacreurs sont désignés comme étant les partenaires de la paix. Mais, oui, et ceci, pour répondre, pour en venir, et je terminerai par là, M. Mankeur Ndiaye est représentant du secrétaire général des Nations Unies et par ailleurs porteur, je crois, du soutien de l'Union africaine dans la crise centrafricaine. Nous voulons un panafricanisme qui soit l'allié des peuples, pas des oppresseurs. Nous voulons d'un panafricanisme, c'est à cette condition-là que nous allons y croire, que l'Union africaine peut quelque chose, que les Nations Unies peuvent quelque chose pour nous, qu'ils soient avec le peuple qui souffre, qu'ils ne soient pas avec les assassins. D'accord, mais dans ces conditions où les différentes parties prenantes ne respectent pas pour la plupart les accords de paix signés soit au Tchad ou dans un pays frontalier, ou même à Bangui, est-ce possible de voir le bout du tunnel? Il est possible de voir le bout du tunnel à la condition de faire d'autres choix que le choix que le président de la République centrafricaine a fait. Il a fait le choix, en arrivant à la magistrature suprême, de dire « je ne ferai pas la guerre, je veux faire la paix des cœurs ». Vous êtes chef d'État, garant de l'intégrité des 623 000 km² qui forment le territoire de la République et dont plus de la moitié est un territoire occupé. Je vous parle d'étrangers, de mercenaires étrangers. Nous sommes dans une situation d'occupation. Oui. Si vous dites « je ne suis pas venu faire la guerre », vous vous faites le complice de l'occupation de votre territoire et peut-être de sa dislocation demain. Lorsqu'il était possible de faire autrement, pourquoi? L'Assemblée nationale de la République centrafricaine avait adopté une initiative qui avait cet avantage d'être une initiative pensée, conçue par des Centrafricains pour la République centrafricaine avec quatre grands principes. Premièrement, le processus de paix doit être dirigé par les institutions républicaines puisque nous avons renoué avec la légalité constitutionnelle. Assemblée nationale, président de la République, Premier ministre, gouvernement, mais aussi les autres institutions. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe,
les victimes au centre. C'était un principe novateur parce que depuis le début de la crise centrafricaine, des crises répétitives centrafricaines, à aucun moment vous n'avez vu aucune victime à la table des négociations ou avoir voix au chapitre. Troisièmement, lutte contre l'impunité. Et quatrièmement, négociation, bien sûr, de paix, mais dans un cadre qui est défini par la Constitution et surveillé par les institutions républicaines. De ces quatre principes-là, qui formaient une proposition qui a été remise au chef de l'État et qu'il a refusé de prendre. Oui. Nous pouvions espérer autre chose que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc il est possible de faire autrement. Et je pense, personnellement, mais pas seulement personnellement, que les ressources pour sortir de là sont dans les Centrafricains, en République centrafricaine. C'est ça. Vous avez rédigé la Constitution centrafricaine. Pensez-vous, parlant de ces ressources, qu'il est possible que ces pays reviennent à la normale avec l'exploitation abusive des ressources et la dégradation de la nature? Mais aussi, l'autre question que j'aimerais poser, c'est de savoir, est-ce qu'il est possible de revenir à la paix en Centrafrique sans les pays voisins? C'est deux questions différentes. Je vais essayer d'y répondre d'abord en disant que je n'ai pas, très rapidement, je n'ai pas participé à la rédaction de la Constitution de la République centrafricaine. En revanche, j'ai participé à la rédaction des principes majeurs qui ont conduit à la rédaction de la Constitution. Je vous parlais tout à l'heure du Forum de Bangui. Et justement, l'un des principes qui est ressorti dans la Constitution à travers l'article 60 dont je vous parlais tout à l'heure, l'obligation de demander l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale, elle vient du Forum de Bangui. D'accord. Cette disposition était une disposition qui était née de la volonté des Centrafricains. Les gens qui étaient là, qui représentaient la population centrafricaine, n'étaient pas nécessairement des lettrés. On a vu des interpellations, notamment de l'ambassadeur de France, sur le comportement des entreprises françaises, minières françaises, dans le passé, pendant le Forum de Bangui. On a vu des gens se lever pour dire « il y a des mines dans notre région, on l'exploite, nos enfants ne peuvent même pas aller à l'école, nos enfants ne peuvent pas se soigner ». C'est la raison pour laquelle on avait dit dans la Constitution, cette disposition, c'est, pour la résumer, c'est plus jamais ça. Plus jamais ça. Et pour qu'il n'y ait plus jamais ça, il faut de la transparence. Et cette transparence doit passer par un contrôle par les élus du peuple de la manière dont les contrats sont passés et par la publicité des contrats. Or, tout ceci rompt avec l'envie de prédation de ceux qui sont au pouvoir. Je ne parle pas seulement du président de la République, mais je parle d'un entourage qui est un entourage de prédateurs aujourd'hui. C'est une autorité publique à Bangui et en République centrafricaine. Et donc, voilà une disposition qui aurait pu servir de fer de lance à une dynamique africaine fructueuse. Vous avez au Sénégal des dispositions sur les ressources nationales qui ont été introduites, mais qui sont un peu en deçà de ce qui avait été prévu à Bangui initialement, mais qui maintenant est totalement dévoyé. Il faut souhaiter qu'on revienne à cela. Maintenant, votre deuxième question, vous dites est-ce qu'on peut s'en sortir? Sans les pays voisins. Sans les pays voisins, je ne le crois pas. On ne peut pas s'en sortir sans les pays voisins, d'abord parce que nous sommes un pays qui dépend de tous les pays voisins en tant que pays enclavé. Parce que nous avons besoin de nos voisins pour contrôler nos frontières. Je parlais tout à l'heure de la capacité des groupes armés à traverser les frontières et à jouer le jeu entre les frontières. Nous avons besoin aussi, dans cet espace commun, de ramener une sécurité pour nous, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire que la République centrafricaine ne serve plus de base arrière pour aller attaquer ses voisins, ou ne serve pas de territoire où on organise des coups d'État comme cela s'est vu, notamment en Guinée équatoriale récemment. Donc nous avons besoin des États voisins et nous avons besoin d'entrer en discussion. Je conçois bien que nous avons, tous les pays ont entre eux des inimitiés, des petits dossiers, mais l'art de la diplomatie est précisément de se saisir de tout cela et d'aller vers une entente, parce qu'il n'y aura de paix en République centrafricaine que par l'entente avec les pays voisins, et cette paix en République centrafricaine sera aussi le gage de la paix au Tchad, au Cameroun, au Congo et au Soudan.
Merci beaucoup, professeur Jean-François Akanji Combé. C'est moi qui vous remercie, monsieur Camara. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous arrivons au terme de votre émission Diplomatie qui recevait le professeur et chef du département des droits de l'homme de Sorbonne. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain sur iRadio pour un autre numéro de Diplomatie. Merci et à bientôt. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.